Bienvenue dans En vrai, mais comment font-elles? Le podcast de l'organisation des entrepreneurs sans filtre. Ici, on ne parle pas de routine à 5h du matin, ni de planning couleur codé. On parle de ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Les systèmes qui tiennent, ceux qui s'effondrent et tout ce qu'on ne montre pas sur Insta. Je suis Julie, Online Business Manager et deuxième cerveau des entrepreneurs du bien-être. Bonne écoute! Tu t'es déjà dit « je suis nulle en organisation » ou tu l'as déjà entendu dans la bouche d'une cliente, les yeux baissés, presque comme une confession? Je vais te dire un truc, c'est faux. Tu n'es pas nulle. Tu utilises juste une méthode qui n'est pas faite pour toi. Aujourd'hui, je te parle de ça, pourquoi ce discours sur l'organisation nous a toutes fait croire qu'on avait un problème de caractère alors qu'en fait on a juste un problème de méthode. Et à la fin de cet épisode, tu vas savoir comment repérer ta façon de fonctionner, celle qui va vraiment tenir dans le temps, pas juste pendant 3 jours motivés. D'ailleurs, cet épisode est un peu le petit frère d'un épisode précédent, mais ici on va plus loin. On ne parle pas seulement du piège de la comparaison, mais de la vraie question derrière. Comment tu apprends à te connaître, toi, pour arrêter justement d'avoir ce besoin de copier qui que ce soit. Le problème, d'abord, on nous a vendu l'organisation comme une identité. Tu es organisé ou tu ne l'es pas. Regarde le vocabulaire qu'on utilise. Je suis une brouillonne, je suis une contrôle-fric, je suis une bordélique organisée. Même les formules les plus sympas gardent cette idée qu'il y a un type de personne organisée et un autre type qui ne l'est pas. Comme un signe astrologique, sauf que celui-là, on l'utilise entre nous, ou contre nous d'ailleurs. Cette croyance, elle fait des dégâts. Parce que si l'organisation c'est un trait de caractère, alors échouer avec un planning, ça veut dire que tu es fondamentalement le mauvais genre de personne. Ce n'est plus cet outil ne me convient pas, c'est je suis nul. Et là, la honte s'installe. Le blocage aussi. Certaines de mes clientes évitaient carrément de mettre en place un système par peur de revivre l'échec et la culpabilité qui va avec. Un peu comme quelqu'un qui évite la salle de sport après avoir arrêté 3 fois, plutôt que de se dire que le programme n'était juste pas adapté. Et ce qui aggrave tout, c'est la comparaison. Tu vois une autre entrepreneur sur Insta, dans un groupe Facebook ou juste une copine qui a l'air de tout gérer avec un bullet journal parfait et des couleurs coordonnées. Et là, tu te dis, elle a compris un truc que moi, je n'ai pas compris. Il doit me manquer une case. Sauf qu'en fait, non. Elle a juste trouvé son système à elle. Un système qui correspond à sa tête, à son énergie, à sa façon de penser. Pas un système universel qui devrait marcher pour tout le monde. Et je peux te garantir une chose, si tu lui donnais ton planning avec tes horaires, tes clientes, ta vie, elle serait probablement aussi perdue que toi avec le sien. Alors parlons de la réalité, celle qu'on ne dit jamais assez souvent. L'organisation, c'est pas un talent inné, c'est un ensemble de compétences qui s'apprennent. Exactement comme on apprend à cuisiner ou à parler une langue. Tu n'es pas né organisé ou désorganisé. Tu as juste, au fil du temps, développé, ou pas, certains réflexes, souvent par hasard, souvent parce que quelqu'un te les a montrés à un moment donné de ta vie. Et il existe des dizaines de méthodes différentes pour s'organiser. Le time blocking, les listes, le bullet journal, le Kanban, les applications de gestion des tâches, les carnets papier, les post-it, les rituels du matin, les to-do du soir pour préparer le lendemain, Notion, la liste est infinie. Et toutes ces méthodes ont un point commun, elles ont été inventées par quelqu'un pour répondre à sa propre façon de fonctionner, pas à la tienne. La personne qui a inventé le bullet journal était probablement quelqu'un de très visuel et de très manuel. La personne qui a théorisé le time blocking était probablement quelqu'un avec un métier très linéaire, prévisible, avec peu d'imprévus. Ce n'est pas neutre. Prenons un exemple concret. Quelqu'un de très visuel qui a besoin de voir les choses, les couleurs, l'espace, ne sera jamais à l'aise avec un système 100% texte, une liste toute simple dans les notes de son téléphone. Ça va lui sembler froid, illisible, elle va décrocher au bout de 3 jours. Pas parce qu'elle est désorganisée, mais parce que l'outil ne parle pas sa langue. À l'inverse, quelqu'un qui a besoin de simplicité et de rapidité va vite se noyer dans un système ultra détaillé avec 15 catégories et des sous-tâches partout. Elle va abandonner, pas parce qu'elle manque de rigueur, mais parce que l'outil lui demande une énergie qu'elle n'a pas envie de donner à ça. Elle va ouvrir son Notion, voir les 20 sections colorées et refermer l'onglet en soupirant. Et il y a un troisième profil qu'on oublie souvent. Les personnes plus kinesthésiques, c'est celles qui ont besoin de manipuler physiquement les choses. Déplacer un post-it d'une colonne à l'autre, cocher une case avec un vrai stylo, ranger un tiroir pour se vider la tête. Pour elles, tout ce qui est 100% numérique, même bien conçu, reste abstrait et n'a pas le même effet apaisant qu'un geste concret. Donc le bon système, c'est pas celui qui est le plus complet. C'est pas non plus celui qui est le plus joli sur Pinterest. Le bon système, c'est celui que tu utilises vraiment, encore et encore, sans avoir besoin de te forcer. Celui qui devient un réflexe plutôt qu'une contrainte.
Un test tout simple. Si tu dois te motiver tous les matins pour ouvrir ton outil d'organisation, c'est que c'est probablement pas le bon outil pour toi. Une cliente m'a raconté un jour qu'elle avait acheté 4 agendas différents en un an. Le premier, très structuré, avec une page par jour et des cases horaires, abandonné au bout de 2 semaines parce qu'elle trouvait trop rigide pour son activité de praticienne où les rendez-vous bougent sans arrêt. Le deuxième, un bullet journal, abandonné parce qu'elle n'avait pas le temps de le décorer et se sentait coupable de le laisser moche. Le troisième, une application ultra complète avec rappel et étiquette, abandonnée parce qu'elle passait plus de temps à paramétrer l'appli qu'à travailler. Et puis un jour, elle a pris un simple carnet à spirale, une page blanche par jour, 3 lignes griffonnées le matin, et ça, ça a tenu 8 mois. Pas parce que c'était la méthode la plus sophistiquée, parce que c'était la méthode qui ne lui demandait aucun effort supplémentaire pour exister. Donc ce que je veux que tu retiennes dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les méthodes. Un carnet à 3 lignes, c'est pas forcément moins sérieux qu'un système Notion avec 12 bases de données reliées entre elles. La seule question qui compte, c'est est-ce que tu l'utilises vraiment, dans la vraie vie, un mardi soir où tu es fatigué? Il y a aussi une erreur classique que je vois revenir sans arrêt. Copier le système d'une autre entrepreneur parce qu'on l'a vu fonctionner pour elle. Tu vois une collègue partager son Notion parfaitement structuré en story et tu te dis je vais faire pareil. Sauf que ce système, elle l'a construit, testé, ajusté pendant des mois et surtout elle l'a construit pour sa tête à elle, pas pour la tienne. Copier le résultat final sans avoir fait le travail d'observation sur toi, c'est un peu comme enfiler les chaussures de quelqu'un d'autre en espérant courir aussi vite. Ça marche pas complètement. Et en général, tu culpabilises en plus en te disant que le problème vient de toi, alors que ça n'a jamais été fait pour toi dès le départ. Alors, comment on trouve sa méthode concrètement? Voilà ce que je te propose en 4 étapes. Première étape, observer comment tu fonctionnes naturellement en dehors de toute méthode qu'on t'aurait imposée. Est-ce que tu penses en liste? Est-ce que tu as besoin de voir le temps physiquement en bloc sur un calendrier? Est-ce que tu retiens mieux les choses quand elles sont écrites à la main ou quand elles sont dans une appli sur ton téléphone? Est-ce que tu fonctionnes par étapes très précises ou est-ce que tu préfères une vue d'ensemble et improviser les détails? En fait, il n'y a pas de bonne réponse ici, il y a juste ta réponse. Et souvent, la piste la plus fiable, c'est de regarder ce que tu fais déjà, sans même y penser, dans les moments où tu n'essaies pas de bien faire. Comment tu prépares un voyage? Comment tu gères tes courses? Comment tu t'organises pour un événement familial, un anniversaire, un déménagement? Ces réflexes-là, en fait, ils en disent long déjà sur ton fonctionnement naturel, bien plus que n'importe quel test de personnalité en ligne. Deuxième étape, tester en mode expérimentation, pas en mode c'est la bonne méthode pour toujours. C'est un des pièges les plus fréquents que je vois. On adopte un système et si au bout d'une semaine ça ne marche pas parfaitement, on en conclut que le problème vient de nous. Alors qu'en fait, c'est juste que ce système-là n'était pas le bon. Ou alors qu'il faut essayer peut-être de l'ajuster et de se l'approprier le plus possible. Mais c'est pas un échec personnel, c'est une donnée, une information de plus sur ce qui te correspond ou pas. Je te propose une règle simple. Donne-toi 2 semaines, pas plus, pas moins. Tu testes un outil, une méthode, un rituel pendant 2 semaines avec un vrai engagement. Pas juste je regarde vaguement voir si ça me plaît, mais au bout de 2 semaines, tu fais le bilan. Honnêtement, est-ce que je m'y suis tenue sans effort de volonté surhumain? Est-ce que ça m'a vraiment aidé ou est-ce que ça m'a juste donné l'impression d'être productive? Est-ce que je l'ai ouvert tous les jours sans me forcer ou est-ce que je devais me le rappeler d'y penser? Si la réponse est non, tu changes, sans culpabilité, sans te dire que tu as encore échoué. Tu changes, c'est tout. C'est le processus normal, celui que personne ne montre sur les réseaux, où on ne voit toujours que la version numéro 8 du système, jamais les 7 versions ratées d'avant. Troisième étape, adapter les outils à toi, pas t'adapter aux outils. C'est peut-être le point le plus important de cet épisode. La plupart des gens font l'inverse. Ils trouvent un outil qui a l'air bien et ils essaient de se plier à son fonctionnement, à sa logique, à ses cases. Mais un bon outil, c'est un outil que tu peux tordre, simplifier, détourner pour qu'il colle 100% à toi. Et moi, c'est pour ça que j'adore Notion d'ailleurs. Et si tu utilises Notion, est-ce que tu détestes les bases de données compliquées? Simplifie. Fais une seule page avec 3 listes. Si tu utilises un agenda papier mais que tu détestes écrire de longues phrases, utilise des symboles, des couleurs, des abréviations qui n'ont de sens que pour toi. Si tu as commencé un bullet journal super élaboré et tu culpabilises de ne pas tenir les jolis trackers, tu gardes juste la to-do du jour et tu jettes le reste. L'outil, il doit te servir, pas l'inverse. Personne ne va aller vérifier ton cahier des charges d'organisation. Il n'y a que toi et ton résultat. Quatrième étape, et celle-ci je la trouve essentielle pour vous si vous êtes dans le secteur du bien-être, tenir compte de votre énergie, pas seulement de votre temps.
La plupart des méthodes qu'on nous vend partent du principe qu'une heure vaut une heure, tous les jours, avec la même intensité disponible. Sauf que c'est vrai pour personne et encore moins pour les entrepreneurs que j'accompagne. Beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez de façon moins linéaire que ce qu'on nous vend comme la bonne organisation. Vous êtes souvent plus intuitive. Votre énergie varie beaucoup selon les jours, parfois selon le cycle, selon la lune, parfois selon la charge émotionnelle du moment avec les clientes que vous accompagnez. Vous avez besoin de flexibilité, pas d'un planning rigide gravé dans le marbre. Et ça, c'est une information essentielle sur vous. Ça veut dire qu'un système ultra rigide, avec des blocs horaires fixes tous les jours de la semaine, à la même heure, ça risque de vous épuiser au lieu de vous soutenir. Ce qu'il vous faut, c'est peut-être plutôt un système à 3 vitesses. Une liste des priorités absolues de la semaine, une liste de ce qui peut attendre et une vraie liberté sur quand tu fais chaque chose, tant que ça rentre dans la semaine. La structure, oui, la rigidité, non. Si je devais résumer les grands profils d'organisation que je croise le plus souvent chez mes clientes du bien-être, j'en verrai 3 en gardant en tête que personne n'est jamais 100% dans une seule case. Il y a d'abord le profil liste et clarté. Cette personne a besoin de tout voir écrit dans un ordre logique avec des cases à cocher. Elle se sent apaisée dès qu'elle a couché sur le papier ou dans une appli tout ce qui tourne dans sa tête. Pour elle, une simple to-do quotidienne, courte, sans fioriture, ça suffit largement. Pas besoin de couleur ni de catégorie, juste de la clarté. Il y a ensuite le profil visuel et spatial. Cette personne, elle a besoin de voir le temps et les tâches dans l'espace. Un calendrier avec des blocs colorés, un tableau Kanban où elle déplace les cartes, un mur avec des post-it. Le texte seul, ça l'ennuie ou ça la fatigue. Elle a besoin que l'information ait une forme, une couleur, une position visuelle pour que son cerveau l'enregistre vraiment. Et puis, il y a le profil intuitif et flexible, très fréquent chez les entrepreneurs du bien-être. Alors, cette personne, elle fonctionne par priorité du moment plutôt que par planning fixe. Elle sait très bien ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas, mais elle a besoin de liberté sur le quand et le comment. Pour elle, un planning trop détaillé, ça devient une prison, alors qu'une simple liste de 3 priorités de la semaine, avec un vrai droit de les faire dans l'ordre qu'elle veut, ça la libère complètement. Tu te reconnais probablement plus ou moins dans l'un de ces 3 profils. Alors, c'est pas grave si c'est un mélange. La plupart d'entre nous, on est un mélange de tout ça. L'idée, c'est pas de te mettre une étiquette définitive, mais de repérer une tendance dominante pour arrêter de forcer un outil qui va complètement à l'inverse de ta nature. Il y a une 5e chose, plus discrète mais qui change tout, accepter que ta méthode va évoluer avec le temps. Ce qui fonctionnait pour toi il y a 2 ans, quand tu débutais et que tu avais beaucoup de temps disponible, ne fonctionne peut-être plus maintenant que tu as davantage de clientes, ou un enfant en plus, ou une activité secondaire qui s'est ajoutée. C'est pas un échec de sortir d'une méthode qui a bien marché pendant un temps. C'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que tu es attentive à toi-même et que tu ajustes au lieu de t'accrocher à quelque chose par habitude ou par peur du changement. Je te propose un petit exercice à faire cette semaine en dehors de l'enregistrement. Prends 10 minutes, un papier et note 3 choses. D'abord, la dernière fois où tu as vraiment tenu un système d'organisation sans effort. Qu'est-ce qui le rendait si simple à suivre? Ensuite, la dernière méthode que tu as abandonnée. Qu'est-ce qui précisément t'a fait décrocher? Trop de temps à l'entretenir, trop rigide, pas assez visuel, pas assez de place pour l'imprévu. Et enfin, une personne dont tu admires l'organisation. Et demande-toi honnêtement si son mode de vie ressemble vraiment au tien ou si tu compares 2 réalités totalement différentes. Ces 3 réponses, mises bout à bout, elles te donnent déjà une carte assez précise de ce qui te correspond. Pas besoin d'un test de personnalité en 16 pages, juste de l'observation honnête sur ta propre vie. Je vais te faire une confidence parce que je crois que c'est important que tu saches que je ne te parle pas de tout ça depuis mon nuage, avec une organisation parfaite depuis toujours. En vrai, moi, dans tout ça, j'ai mis des années à accepter que je ne suis pas une fille de planning détaillé. J'ai essayé, vraiment essayé, le système d'un planning minuté parce que je voyais d'autres OBM le faire. Mes résultats, je passais plus de temps, moi, à réorganiser mon planning en décalant mes tâches qu'à faire le travail lui-même. Le moindre imprévu, un appel client qui dure 10 minutes de plus, et tout mon château de cartes s'effondrait. Je me sentais nulle, en plus, parce que je voyais bien que d'autres arrivaient à tenir ce rythme. Alors qu'en fait, j'avais juste besoin d'un système avec 3 priorités par jour, ma to-do journalière, sans horaire, et une grande tolérance pour le reste. Le jour où j'ai arrêté de me forcer à ressembler à une méthode qui n'était pas la mienne, mon organisation est devenue 10 fois plus fluide. Pas parce que j'étais devenue plus douée, juste parce que j'avais arrêté de me battre contre moi-même. Et c'est exactement ce que je veux pour toi. Arrêter de te battre contre toi-même. Arrêter de te forcer
Arrêtez de forcer un système qui ne te correspond pas en te disant que le problème vient de ta discipline, de ta volonté ou de je ne sais quel défaut de caractère que tu t'inventes. Alors pour résumer ce qu'il faut retenir de cet épisode, l'organisation n'est pas un trait de caractère, c'est un ensemble de compétences qui s'apprend avec des méthodes qui te correspondent plus ou moins selon ta façon de fonctionner, visuelle, textuelle, manuelle, linéaire ou plus ou moins intuitive. Ta mission, c'est pas de trouver la méthode parfaite qui marche pour tout le monde, c'est de trouver la tienne, celle que tu vas utiliser vraiment, sans lutte permanence, mais celle qui va tenir même les semaines où tout part dans tous les sens. Et si tu te reconnais dans tout ça, reprends l'exercice des 3 questions que je t'ai données tout à l'heure. La dernière méthode qui a vraiment tenu, la dernière qui a été abandonnée et pourquoi, et la comparaison honnête avec la personne que tu admires pour son organisation. C'est un premier pas simple, mais qui change déjà beaucoup de choses dans la façon dont tu vas regarder ton propre fonctionnement, sans jugement, je l'espère. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode.